Salut à toi, enfant du soleil. On se retrouve devant le complexe funéraire de Djoser pour cette fois-ci aller voir les choses un peu plus en profondeur, si je peux dire, parce que on a déjà un petit peu vu l'extérieur. On reviendra dessus. On va revenir notamment sur les proportions un petit peu de ce complexe là, rectangulaire. On a du rectangle, là on a des cours, on a une cour sud, une cour nord, on a une enceinte, on a une pyramide qui n'est pas carrée. On reverra ça dans une autre vidéo. Là on va aller en profondeur et du coup on y voit plus clair en dessous. Alors déjà on peut voir que il y a du taf, il y a énormément de taf qui a été fait. Donc là toute cette zone là on est sous la pyramide. C'est assez impressionnant. Le premier truc moi qui m'impressionne c'est ces puits là. Donc on a 11 puits ici qui font 33 mètres de profondeur. Donc on voit que on a des puits qui sont à peu de choses près aussi profonds ici que là. On est à plus de 30 mètres. Voilà, là on va un peu plus profond. On constatera que ces puits ils sont orientés à l'est et on verra plus tard qu'ils sont sous dès le début, ils sont sous la deuxième partie du mastaba qui s'est construite et sous le premier étage de cette pyramide qui en compte 6. Voilà, on en reparlera à un autre moment parce que moi j'ai des hypothèses à poser sur ces puits. Qu'est-ce qu'on peut voir? Que sont représentés au fond de certains de ces puits des sarcophages. Voilà, on en a deux ici. Ils sont blancs, ils sont en albâtre. Et il y en a ici. Alors il n'y en a que deux qui ont été réellement retrouvés. Il y en a ici aussi. Il y en avait un là. Bref, il y en a au moins 6 de représentés. Pourquoi ils en ont représenté dans certains couloirs et pas dans d'autres? Parce que tout simplement, alors je crois que dans ce couloir on a ces deux là, notamment avec une momie d'enfant qui a été retrouvée qui serait datée de l'époque de Djoser. Et puis le reste c'est pas les sarcophages entiers qu'on a trouvés, c'est des morceaux. Voilà, c'est des morceaux. Bref, on a 11 puits. Et puis, dans le prolongement de ces 11 puits, on a 11 tunnels qui menaient soit à des objets. En gros, c'est dans ces tunnels-là, alors je crois que c'est ceux-là qui étaient inviolés, qu'ont été trouvés les fameux vases. Les vases qui dataient d'avant, hein, période Nagada, première dynastie, deuxième dynastie. Tout était là. Tout était là, donc je crois que c'est ces 6 puits-là. Il y a 6 puits qui sont restés, 6 ou 7 qui sont restés inviolés. Les autres avaient déjà été pillés. Et bref, voilà, moi le truc que j'ai pu remarquer, c'est que le volume du tunnel est égal approximativement au volume du puits. Voilà, ça peut avoir son importance si on réfléchit, par exemple. On le verra plus tard à la construction de cette pyramide. Alors le truc le plus fascinant en sous-sol, c'est d'ailleurs cette partie qui a été restaurée et qui est maintenant à nouveau visible par le public. C'est ce qu'on appelle le sarcophage. Alors, moi je trouve ça bizarre qu'on appelle ça un sarcophage, parce que en fin de compte, ce sarcophage, c'est plutôt une chambre, c'est l'équivalent d'une chambre hein, du roi. On va aller 3,60 m de longueur et 2,30 m de largeur. Donc c'est pas un sarcophage, hein, c'est une boîte quoi, le machin. À savoir que cette boîte a été en granit, je précise, hein, vous voyez, tout un tas de. Ça fait penser un peu à la chambre haute de la pyramide de Khéops, qui sera construite plus tard. Mais la comparaison s'arrête là, puisque il n'y a aucun accès autre que ce bouchon. D'ailleurs, c'est assez étrange qu'on ait mis un bouchon comme ça. Alors le bouchon fait même pas 3 tonnes. Du coup, pour les pilleurs, je pense que ça a été une promenade de santé pour revenir là-dedans. Si toutefois il y avait quelque chose à piller, parce que moi je doute fort qu'il y avait un sarcophage. Là pour le coup on n'a trouvé aucune trace de sarcophage ou quoi que ce soit. C'est comme la chambre haute là-dedans. Que je sache, on n'a rien trouvé du tout. Voilà. Et ce que je ferai remarquer aussi, qui est assez intéressant, c'est qu'on a un deuxième puits, alors qui est plutôt à l'autre extrémité du complexe, au sud. Voilà, ici. On a un autre puits qui est assez similaire, c'est-à-dire une section carrée de 7 mètres par 7 mètres et une profondeur d'une trentaine de mètres, avec au fond, pareil, une grosse boîte avec un bouchon. Alors, qu'est-ce qu'on...
peut dire aussi, on peut dire que, alors si, on peut dire que bizarrement, c'est pas tout à fait à l'image de ce qu'on a avant cette troisième dynastie, puisque là on est au début de la troisième dynastie. Avant cette première pyramide, moi je vais l'appeler la pyramide 0 en fait, hein, c'est un point de référence, pyramide 0 plutôt que la pyramide 1, bref c'est un détail. Avant ça, il n'y avait que des mastabas construits, et effectivement on avait des puits avec éventuellement même des salles pour mettre tout ce qui était vaisselle et compagnie. Et on y mettait même la famille avant, je crois que c'est surtout première dynastie, on y enterrait. En fait, on tuait toute la famille, les servants, et on mettait tout le monde avec le pharaon. Voilà. Quand le pharaon mourait, toute la famille et toute la suite suivaient avec. Voilà. C'est quelque chose d'assez barbare qui a été abandonné en fin de deuxième dynastie, si je ne dis pas de bêtises. Bref, mais on n'avait pas spécialement d'accessibilité comme ça, parce que là, c'est assez bizarre. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est que ce sarcophage-là. Le premier qu'on a vu, là-bas, il est associé à Djoser lui-même. Mais on n'est pas sûr qu'il était bien là-dedans. Hein. Et les points communs entre ces deux, c'est que on a des accès assez faciles. Hein. Là, on a un grand escalier qui descend. Voilà. Depuis quel endroit? Depuis le temple qui est au nord de la pyramide. Donc longtemps, on a cru, comme Jean-Philippe Loher, que cette entrée était bouchée, ce qui paraissait logique pour une tombe, mais en fait non. L'entrée était dans un temple au nord qui permettait d'accéder à cet endroit-là. C'est assez étrange pour une chambre mortuaire dont on aurait plutôt souhaité qu'elle ne soit pas visitée. Voilà, et puis en gros on y rentre comme dans un moulin dans cette pièce. Alors bien sûr ça s'est effondré et tout, c'était très peu inaccessible au fil des siècles. Mais je veux dire que là, voilà, on a 4 entrées. On en a une ici, une ici, une ici et une ici sur les 4 faces. Plus l'accès avec l'escalier, donc autant dire que l'accès au sarcophage était assez facile. Un autre truc qu'on peut remarquer aussi, c'est que là on repose sur des sortes de... Alors c'est représenté comme si c'était de la maçonnerie, mais a priori c'était des linteaux de calcaire qui ont accueilli le dit sarcophage. La question que je me pose, c'est comment on est allé descendre ça là, paraît-il avec du sable. Je vous laisse imaginer le taf pour descendre ce sarcophage à l'aide de sable et ensuite extraire ce sable. Et puis après, la question que je me pose, c'est pourquoi là on est posé sur des linteaux, ce qui pourrait rendre plus facile le retrait justement du sable qui aurait servi à descendre le sarcophage, mais on n'a pas ça ici. Et là, encore pire, on n'a même pas le moindre accès pour récupérer le sable et l'enlever. Donc pour moi, on verra plus tard aussi dans une autre vidéo, je ferai des petites expériences sans doute. Pour moi ça me paraît assez douteux qu'on puisse avoir descendu ces grosses pièces qui font plus de 100 tonnes à l'aide de sable. Surtout pour ce puits là. Voilà. Alors je ne vais pas vous cacher, faire plus de suspense, mais à mon avis, avec de l'eau, on se casse moins la tête pour descendre ça. Mais le problème avec l'eau, c'est que si on accepte que par exemple ces gros pavés ont été descendus grâce à l'eau, grâce à des sortes de, on va dire, d'ascenseur hydraulique, au moins pour la descente, eh bien ça ouvre une porte vers l'utilisation de l'énergie hydraulique pour peut-être monter des pierres. Mais ça, on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est assez connu, ces fameuses salles qu'il y avait à côté. Alors je vous laisse imaginer le taf là. Là, il y a du taf. Hein. Déjà, faire un puits comme ça, c'est énorme. Mais après, les escaliers, n'en parlons pas. Mais après, on a toutes ces salles à côté. Donc avec des représentations, beaucoup de scènes. Là pour le coup il y a pas mal de bas-reliefs, et puis ces fameux bas-reliefs justement avec des petits carreaux de turquoise. Donc bon, le rendu est toujours sympa là en 3D parce que peut-être que je chercherai des images, mais les images qu'on peut avoir réelles, c'est assez dégradé et puis ça n'a plus toutes ces couleurs. Là c'est vraiment cette CAO. Ce modèle 3D permet de se rendre compte un petit peu du travail qui a été fait. Regardez-moi ça par exemple aussi, ce couloir là. Je sais pas combien il mesure ce couloir, mais je crois que ça fait plus de 100 mètres.
faut y aller. 200 mètres. 200 mètres. Je sais même pas comment les mecs, ils ont fait pour rejoindre les deux bouts. Sous terre comme ça. On est à 30 mètres sous terre et on fait un tunnel de 200 mètres. Alors, on va pas s'enflammer parce que peut-être que, il me semble avoir lu ça, peut-être que on avait des tunnels naturels. Mais bon, là c'est tout rectiligne. C'est quand même un travail de fou. Voilà, là aussi on a des salles turquoises. C'est magnifique, hein. Je crois même qu'il y a des bas-reliefs à certains endroits. Le rendu est plutôt correct. Alors je précise que ça a été fait par des égyptologues. C'est la dernière campagne, donc après les campagnes de restauration et de fouilles de Jean-Philippe Loher. Ça c'est voilà, ces dernières campagnes, c'est des égyptologues qui ont fait ce travail. Donc merci à eux. Pour une fois, c'est rendu public. J'aimerais bien que ce soit la même chose pour Khéops. Et le dernier truc que je voulais vous montrer... attendez, je vais faire une coupure et on va se revoir. Le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est encore pour donner une idée du travail qu'il y a eu. Mais il faut que je fasse réapparaître tout le modèle. Le dernier truc que je voulais vous montrer, c'était ça. C'est des centaines et des centaines de pièces qui ont été taillées. Il y a un seul accès à tout cet réseau de pièces là, d'antichambre, tout ça, c'est ce puits là. Donc là ça donne sur l'extérieur. Et après, là pareil, ça court sur tout le complexe en souterrain. Il n'y a pas d'autres accès. Vous imaginez, ne serait-ce que de se rendre là-bas, même avec une torche, même avec une lampe à huile, ce que vous voulez, hein, de se rendre là-bas. C'est une chose, mais d'avoir fait ça sous terre, il faut vraiment une motivation de dingue et une volonté très particulière. Alors peut-être puisqu'on a retrouvé beaucoup de matériel des autres dynasties, peut-être une sorte de stockage de tout ce qui appartenait aux ancêtres. Voilà, peut-être que en même temps que de servir de premier site pyramidal à destination du roi ou pas, eh bien on a ici une tentative de conserver un héritage passé. Voilà, là aussi on a qui sont accessibles. Tout était accessible depuis des temples, hein. C'est ça qu'il faut retenir. Il n'y avait rien de caché, rien de fermé. On n'a vraiment pas l'impression qu'on a affaire réellement à un tombeau, ou alors ça va bien au-delà de ça en fait. Bref. Donc je vais vous laisser là. On reviendra, peut-être pas pour la dernière vidéo, mais pour une des dernières, sur les proportions. Parce qu'on va se rendre compte que dès le début de cette troisième dynastie, dès le début de ce désir de construire des bâtiments en forme de pyramide, eh bien on retrouve les proportions particulières qu'on peut retrouver particulièrement sur le plateau de Gizeh. Voilà, j'espère que cette visite vous aura plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, des remarques. Je suis preneur de remarques archéologiques, de sources, etc., de corrections qu'il peut y avoir sur des trucs que j'ai dit de faux. Et on se retrouve très bientôt pour finir cette exploration de ce premier complexe. Et après, on partira sur les autres pyramides. Il y a du taf parce qu'il y en a une bonne centaine. Je vous dis au revoir et à très bientôt.